Le petit déjeuner politique. Bienvenue le petit déjeuner politique Sud Radio, il est 7h42 avec Bruno Retailleau ce matin, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat et président de Force Républicaine. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. La mobilisation des policiers hier, est-ce que les réponses du ministre Castaner sont à la hauteur? Défense du système de retraite, paiement des heures sup, embauche de 10 000 policiers, révision de la prime de risque. C'est pas mal ça, non? Non, mais il n'a pas été au fond des choses. Nous avons fait il y a un an au Sénat une commission d'enquête parce que nous avions constaté il y a 2 ans un pic dans le suicide, notamment des policiers et des gendarmes. Et bien sûr qu'il y a des questions de moyens. Il y a 22 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Mais ça n'est pas qu'une question de moyens. C'est aussi une question de considération. On a d'un côté une société qui est de plus en plus violente vis-à-vis des forces de l'ordre. Et on voit bien qu'il y a, pour des délinquants, parfois une impunité. J'ai auditionné, moi, des policiers, notamment d'un grand syndicat, qui me disait qu'il y en a marre lorsque on a des dealers qui sont des mineurs, souvent, et bien sûr, ils les prennent, ils les remettent à la justice, et quelques jours après, ces dealers, ils les retrouvent dans la rue, en train de les narguer. Donc le rapporteur à l'époque de cette commission d'enquête, qui était le sénateur François Grosdidier, avait une image que je trouve excellente. Il avait dit, les gendarmes et les policiers ont le sentiment d'être sur un vélo, de pédaler sur un vélo qui n'a pas de chaîne. Il n'y a rien de plus désespérant que d'exercer une mission de service public et de constater qu'il y a une forme d'impunité. Et je pense que la réponse, elle devrait être pénale. Quelle est la différence de politique pénale, qu'on me le dise aujourd'hui, entre celle de Mme Taubira et de Mme Belloubet? On avait promis la réponse 14 000 places de prison. Je ne sais même pas s'il y en aura 1000 à la fin du quinquennat qui auront été construites. Oui, donc il n'y a pas qu'une question effectivement de moyens pour les policiers eux-mêmes, mais c'est aussi Écoutez, la balle est dans le camp aussi de la garde des Sceaux. Ouvrons les yeux. Tous nos grands services publics connaissent un grand malaise. On a aujourd'hui, puisqu'il y a une jeune directrice d'école maternelle qui s'est suicidée, voilà, et il y a un mouvement chez les enseignants. Donc l'école, les urgences, le service public de la santé, et puis bien sûr les policiers, avec les pompiers aussi, services de sécurité civile. Tous les grands services publics français sont en crise. Que fait le président de la République? Est-ce qu'il ne faudrait pas un grand débat autour de ces thèmes alors? Non. Je vous vois venir. Mais justement, le problème aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron n'est pas tellement un hyper-président, c'est d'abord un hyper-candidat. Et ce qu'on lui demande, ça n'est pas de débattre ad vitam aeternam pour se mettre en scène, sans doute peut-être pour gagner l'élection dans quelques années présidentielles, mais de prendre des décisions. En réalité, la méthode d'Emmanuel Macron, c'est qu'il semble faire, mais il fait semblant. Il semble faire. Pourtant, il est sur le terrain. Il est donc le débat sur les retraites qu'il lance aujourd'hui, la semaine prochaine. Écoutez, le Patrick débat Roger, sur l'immigration. Je veux bien vous l'accorder. Je veux bien vous l'accorder. Il est partout, sauf à Rouen. Il est à Rodez, sauf à Rouen. Mais où les choses se passent? Où est la crise aujourd'hui en France? C'est à Rodez ou est-ce que c'est à Rouen? C'est pas l'Aveyron, c'est la Seine-Maritime. Donc moi j'attends du président de la République qu'il arrête de se mettre en scène, qu'il réforme vraiment, sans faire semblant, le pays, parce que vous verrez, on est au bord de la crise. Et on voit bien qu'il y a un malaise qui est en train de se propager. Et ce malaise, d'ailleurs, il est accru par une dimension politique que tente d'installer Emmanuel Macron, en privant les Français de leur choix. Cette idée d'un duel entre Mme Le Pen et lui, autant dire qu'il n'y a plus le choix de vote. Voilà. Et ça, je pense que ce débouché politique qui est extrêmement réduit à ce choix cornélien encourage un malaise social et une expression qui peut être parfois plus violente dans la rue. C'est une faute. Alors, en tout cas, c'est une faute selon vous, Bruno Retailleau, que Emmanuel Macron ne se soit pas encore rendu à Rouen. Mais bien sûr, enfin, je veux dire qu'il y a une immense inquiétude. Je trouve que l'État... Il faut faire très attention. Je pense que les oppositions... On n'a pas toutes les réponses aussi, peut-être, aujourd'hui. Est-ce que l'opposition n'est pas en train d'attiser le feu? Alors, justement, faisons très attention parce que nous sommes dans l'ère du soupçon. Et je crois qu'il faut manier les choses avec une pincette. Simplement, je pense, et ce que nous allons faire au Sénat, c'est qu'on a un rôle institutionnel. Et nous allons créer, par exemple, non pas comme l'a fait l'Assemblée, une mission d'information, mais une vraie mission dans une commission d'enquête. Parce qu'au Sénat, on sait très bien que les commissions d'enquête, c'est rigoureux, c'est sérieux. À quoi elle va servir alors? Qu'est-ce que vous voulez de cette commission? Mais de tirer les leçons. Moi, vous savez, j'ai vécu dans mon département, il y a 20 ans, une catastrophe écologique, l'Erika.
Je me souviens de Dominique Voynet qui nous avait dit que c'était pas vraiment une catastrophe. J'ai vécu ensuite, il y a 10 ans, bientôt dans quelques mois, une autre catastrophe. C'était Xintia, 29 morts. Donc il faut y faire attention, mais chaque catastrophe, on doit en tirer les leçons pour que ça ne se reproduise pas. L'objectif de la commission d'enquête, ça sera d'éclairer bien sûr les choses, de voir comment on peut améliorer le système. Ça sera d'apporter de la transparence. Je vous annonce à ce micro que nous avons déjà présélectionné, le Sénat, 3 grands cabinets incontestables pour qu'on puisse avoir nos propres informations indépendantes. Sur quoi ? Scientifique, alors Scientifique, bien sûr. Oui. Scientifique. Sur les produits, sur la manière dont on gère la crise. Produits, sur quoi alors ? La grande question, c'est que quand ces produits brûlent ensemble, ils produisent autre chose que 1 + 1 font 2, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils se recombinent, les molécules, et c'est là qu'on ne sait pas. Et je veux dédouaner le gouvernement. Ceux qui pensent que le gouvernement est en train de mentir se trompent. Votre commission d'enquête, elle est sur le long terme. Là, on veut aussi des réponses sur le court terme, non, Bruno Retailleau ? Non, mais une commission d'enquête, il faut être sérieux. Justement, on est attaché très court au piquet de l'instant. Une commission d'enquête, c'est à la fois révéler toutes les informations en toute transparence, bien sûr, mais aussi de tirer les enseignements pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça le travail de fond d'une mission d'enquête. Mais vous savez, on sera en rendez-vous. On a montré dans le passé que quand le Sénat fait une commission d'enquête, croyez-moi, c'est pas pour rire. Il le fait à fond et en toute indépendance surtout. Oui. Encore un mot sur les policiers, la colère d'hier, parce que vous l'avez évoqué, vous mettez la balle dans le camp de Nicole Belloubet, mais également ce plan Marshall que vous avez évoqué un moment pour les policiers. Qu'est-ce qu'il comprend ? Qu'est-ce qu'il y aurait en fait à l'intérieur ? En réalité aujourd'hui, pour que les auditeurs comprennent bien, sur les moyens affectés à la police, il y a 90% qui vont à la masse salariale. Bon, alors, il faut payer bien sûr les policiers, sauf qu'on ne leur paie pas d'ailleurs les heures supplémentaires, qu'une partie. Il y a une promesse pour les payer. Là. Quand vous avez plus de policiers, une masse salariale, il faut aussi mieux les équiper. Parce que s'il y a plus de policiers, mais que l'équipement ne suit pas, l'investissement ne suit pas en matière de voitures, en matière de casques, en matière d'habillement, etc., il y a un vrai problème. Mais encore une fois, en France, on se trompe totalement depuis une trentaine d'années en considérant que le niveau d'efficacité des services publics est dépendant du niveau de la dépense publique. Si c'était ça, nous qui avons la dépense publique la plus forte au monde, mais on aurait les services publics les plus géniaux au monde. On a des policiers, on a des médecins, des infirmières, des instituteurs qui sont totalement dévoués. Mais ils sont aujourd'hui découragés. Et je pense qu'il y a aussi de vraies réformes. Il y a une crise de l'État qui est une crise d'autorité. Et j'ai fait il y a quelques semaines un colloque au Sénat sur comment régler les choses pour sortir de l'impunité. Il y a 2 grands exemples. L'exemple de New York, aux États-Unis. Mais c'est à l'échelle d'une agglomération. Bien sûr, mais c'est l'impunité zéro. Il y a l'autre exemple, beaucoup plus les Pays-Bas, pas très loin de chez nous, où là, c'est des courtes peines. Les gens peuvent aller en prison sur des courtes peines. Ils y vont pas longtemps, mais les prisons sont vides, alors que les nôtres, elles sont surpeuplées. Pardon, mais d'un mot, je n'ai pas bien compris quand même, au niveau des moyens, parce que vous dites que 90% vont effectivement. Donc, et pour équiper, alors comment vous voulez moins payer les policiers, ou alors il faut des crédits supplémentaires? Le message que j'essaie de vous donner, c'est que on ne pourra pas améliorer un système qui fonctionne mal, en déversant toujours plus de moyens. Le point crucial est que les procédures administratives et judiciaires pour les policiers sont trop lourdes. Donc, on les bloque au bureau plutôt que d'être sur le terrain, mais surtout qu'il faut une réponse pénale à la hauteur. Et la politique pénale française, c'est le grand fiasco. Ouais. Voilà. Et donc, il faut choisir. Est-ce qu'on quitte une politique qui n'a pas marché, qui produit trop d'impunité, qui produit une désespérance dans nos forces de l'ordre, ou est-ce que on fait vraiment une rupture? Bruno Retailleau, vous l'avez évoqué, suicide de policiers, directeur d'école, d'agriculteurs, de beaucoup de professions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle commission à mettre en place justement autour de tous ces suicides quand même? On a eu une depuis commission. Quelques années, et on a l'impression que ça ne cesse d'enfler. Ce qui est terrible, c'est qu'on a eu cette commission au Sénat pour les forces de l'ordre, les gendarmes et les policiers. Mais là, il y a beaucoup de professions. Oui, mais on a tiré des conclusions. Le problème, c'est que le gouvernement n'en tient pas compte. Et je crois qu'en 2 ans, les choses, malheureusement, se sont empirées. Pour voir autant de milliers de policiers dans la rue, tous les syndicats ont appelé à manifester. C'est du jamais vu, je crois, depuis plus de 20 ans. Ça devrait ouvrir les yeux au gouvernement et encore une fois, bien sûr, il y a des moyens, notamment en matériel. C'est ce que je vous disais. Et bien sûr, place de prison. Mais c'est autre chose. C'est la considération, c'est cette crise d'autorité de l'État. Et cette crise d'autorité, on y répondra que
par de la fermeté, l'impunité zéro. Oui, la réforme des retraites, il est sur la bonne voie quand même, Emmanuel Macron, avec je ne peux pas fusionner en fait des systèmes. Je ne peux pas vous dire parce que c'est le grand flou. Ouais. Et je pense justement que c'est aussi un problème. Monsieur Delvoye était censé consulter, concerter pendant près de 2 ans, 18 mois. Et puis on repart sur un double cycle. On voit bien que le gouvernement hésite. Je pense que le système à point, c'est le grand fantasme des élites technocratiques à la française qui veulent un système, un seul système, un peu soviétiforme. Or, aujourd'hui, on peut aller dans le mur parce que pour les avocats, pour les infirmières libérales, etc., pour les instituteurs d'ailleurs aussi, les professeurs des écoles, on risque d'avoir beaucoup de perdants. Donc, moi je pense qu'il y a un point qui est absolument très net. On doit garantir que le président de la République nous dise comment il va garantir pour l'avenir le pouvoir d'achat des retraités. Il refuse, il a pris un engagement pendant sa campagne de ne pas reculer l'âge de départ légal à la retraite au-delà de 62 ans. C'est intenable. La proposition que je fais, vous voyez que on peut être dans l'opposition, mais aussi faire des propositions exigeantes, c'est de repousser progressivement à 64, puis 65 ans. Pourquoi ? Parce que là, on dit à nos retraités, on garantit le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron après 65 ans, donc vous êtes 64 ans, puis sur une dizaine d'années. Je veux dire que, voilà. Vous savez sur que toutes les professions. Mais attendez, je veux dire là aussi, parce qu'il faut comprendre les choses. Moi, je suis pas un démagogue. Quand Monsieur Mitterrand, en 81, passe la retraite de 65 à 60 ans, l'espérance de vie est de 74 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est à 83 ans. On sait bien qu'il y a un problème. Or là, qu'est-ce qui va se passer ? Dès cette année, la branche vieillesse de la sécurité sociale, elle plonge dans le rouge. Et donc, M. Macron est rattrapé par la patrouille. Il ne pourra pas, nous ne pourrons pas attendre 2025 pour faire une réforme du système. Je propose donc qu'il y ait ce recul de l'âge pour garantir, le pouvoir d'achat des retraités, pour augmenter les petites retraites. Mais et pas pour tout le monde, si. Pas pour tout le monde, si. En fonction des difficultés de la pénibilité. Stop. Attendez, une réforme, c'est une bonne réforme. C'est quoi une bonne réforme ? C'est une réforme, évidemment, qui conserve le pouvoir d'achat retraité. C'est une réforme qui préserve l'équité. Plus de régimes spéciaux, évidemment. Oui. Dimanche prochain, est-ce que vous serez sur le terrain pour manifester contre l'ouverture de la PMA aux femmes ? Je vais lutter contre ce texte qui me choque personnellement, même si je comprends parfaitement la souffrance, le désir d'enfant. Je comprends. Simplement, si on estime que les enfants n'ont pas besoin de père, qu'on me le prouve. Qu'on me le prouve. Si je veux dire que moi, je suis prêt à être convaincu. Si scientifiquement, on dit les enfants n'ont pas besoin de père, on le prouve. S'il y a une hésitation, pourquoi est-ce que on n'utiliserait pas le principe de précaution ? On a joué les apprentis sorciers sur l'environnement, sur la nature. Et là, on est prêt à faire sauter toutes les limites. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller responsablement. Je ne manifesterai pas parce que... Pourquoi ? Parce que, contrairement au mariage pour tous, je trouve que on est en train de faire éclater les clivages. Il y a beaucoup de voix de gauche, je pense à Sylviane Agacinski, à Natacha Polony, à José Bové, et à bien d'autres qui rejoignent cette position, la position que j'exprime. Et je pense qu'il ne faut pas trop politiser cette manifestation, mais je comprends très bien, et j'encourage ceux, d'ailleurs, qui veulent s'exprimer à pouvoir le faire. Simplement, moi, je peux me manifester, si j'ose dire, sans manifester, puisque voilà, vous me donnez la parole, et j'aurai aussi la parole au moment de l'examen par le Sénat de ce texte. Bruno Retailleau, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Julia Aubert et Guillaume Larrivé, deux prétendants à la présidence des Républicains, apportent leur soutien à Éric Zemmour au nom de la liberté d'expression. Ils ont signé donc la pétition. Est-ce que vous allez la signer aussi, vous ? Ah non, ça vraiment, les pétitions, c'est pas mon truc. Mais est-ce que vous soutenez ? C'est pas mon truc. Est-ce que vous soutenez quand Éric on est Zemmour ? parlementaire, écoutez, moi, en tout cas, je suis absolument réfractaire à la dérive d'une judiciarisation du débat public. Ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec Éric Zemmour. Je pense que moi, je suis... Vous êtes d'accord sur tout ce qu'il a dit ? Non, ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord. De ne pas être d'accord. Pardon. Oui. On avait compris, ça n'empêche pas d'être d'accord. Ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec Éric Zemmour. Tout simplement, je pense que la politique, ça n'est pas de se rendre à la fatalité. C'est de porter aussi une espérance. Je pense que la politique, ça n'est pas d'organiser ou de susciter une discorde civile, c'est au contraire d'organiser une concorde civile. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut à la fois combattre le politiquement correct et voir ce que l'on voit et le dénoncer. Et vous pensez que c'est une erreur ? Et je pense qu'il y a une partie de l'islam politique
qui est en train de miner un certain nombre de quartiers et l'ordre républicain. Vous avez des grandes enquêtes qui sont parues où vous avez pratiquement 30%, 27% de ceux qui professent la confession musulmane qui considèrent que la charia est au-dessus des lois de la République. Ça, c'est inacceptable. Nous allons proposer au Sénat une proposition de loi pour interdire les femmes voilées dans les sorties scolaires. Oui, mais est-ce qu'il fallait qu'il la signe, cette pétition ? Est-ce que vous êtes... Non, mais c'est... écoutez... attendez, on est dans un pays de liberté. Ouais. Je tiens trop à ma propre liberté. Et si je dis que je suis réfractaire à la judiciarisation du débat public, c'est parce que je pense que la liberté d'expression est importante. Mais ça ne m'empêche pas de dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. Oui. De façon calme. Merci Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat et président de Force Républicaine, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur le Brexit avec les déclarations de Boris Johnson à Bruxelles. 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.